Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce site rep numéro 80 avec Aïssa Midani. Nous allons parler de la Syrie. Bonjour Aïssa. Bonjour Raphaël et bonjour à tous les internautes qui nous suivent et puis bon Ramadan pour ceux qui sont intéressés par le Ramadan et joyeuse Pâques pour ceux qui fêtent le Pâques. Les Pâques orthodoxes, c'était la semaine dernière, le week-end. Alors tu as choisi d'intituler ce 80e site rep à l'ombre du Corona. Ouais. Donc nous allons parler dans un deuxième temps du coronavirus, en Syrie notamment et en Palestine. Et justement, dans un premier temps, nous allons nous concentrer sur ce qui se passe en Palestine, puisque à l'ombre du Corona, Israël en profite pour étendre son territoire encore un peu plus et notamment faire des choses encore plus sombres en prison sur les prisonniers palestiniens qui vivaient déjà pas très bien avant la crise, mais là, alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, de toute façon, c'est donc à l'ombre du corona où tout le monde prétend lutter contre le corona, mais Israël et les États-Unis, pas du tout, en fait. Ils profitent du corona pour augmenter leur assaut contre le peuple palestinien. Les prisonniers palestiniens, les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes sont maltraités et meurent de la négligence médicale. Donc, mais en plus, là hier, il y a un prisonnier, Nour Barghouti, qui est décédé du fait non seulement de la maltraitance, mais après un interrogatoire de 15 jours. Et puis non-assistance, et puis pas d'aide, même pas de conditions de vie normales. Donc il est décédé des suites de ces interrogatoires. Et en même temps, les autres prisonniers, ils sont malades ou mal. Donc il y a des prisonniers qui ont des déficiences rénales, il y en a qui ont des déficiences au niveau du foie, etc. Et ils les laissent pas. Et il y a un mouvement pour libérer tous les prisonniers malades pendant cette cette pandémie du corona. Donc toutes les personnes qui sont fragilisées par une maladie quelconque, ils devraient profiter de plus d'attention médicale, mais en fait, les prisonniers, le mouvement des prisonniers dénonce l'absence totale de toute prévention, d'une part, et l'absence totale de tout traitement humain dans les prisons et dans les territoires occupés par Israël, en fait pour les protéger du corona ou pour les aider à mieux vivre leur maladie. Au contraire, en fait, les textes de droit international sont clairs là-dessus. C'est normalement à la puissance occupante d'assurer la santé, et en particulier en période d'épidémie, des peuples occupés. Absolument, tout à fait. Ils en sont responsables et ils doivent assurer de manière très correcte la protection du peuple occupé. Or, les Israéliens, bien au contraire, profitent pour propager la pandémie au sein des Palestiniens, et ils renvoient chez les Palestiniens aussi les Palestiniens qui sont positifs, en fait, qui ont été testés positifs d'un côté, et de l'autre côté, y compris des soldats israéliens qui portent la pandémie. Donc aussi, et avec un renforcement de la répression, une volonté un renforcement aussi de l'agression et de l'appropriation des terres et des maisons des Palestiniens. Il y a eu un mouvement, une escalade où ils détruisent les récoltes, ils raclent les terres pour éviter qu'elles ne soient à nouveau cultivées, et puis détruisent les maisons et chassent les Palestiniens de chez eux, et ils prétendent que de toute façon, là, ils vont mettre la main sur la Cisjordanie, sur des villes palestiniennes de la Cisjordanie et sur les Rour. En fait, ça c'est tous les lieux qui sont
c'est des deltas en fait en dessous de El Ghaur. Ça s'appelle comme ça, El Ghaur. En fait, ce sont des vallées qui sont très fertiles et très, très intéressantes et qui sont habitées justement par des bédouins et qui ont des animaux en fait. Ils ont et donc là, ils sont sans arrêt traqués par les Israéliens et là encore plus qu'avant, puisque maintenant le monde entier parle du corona et on fait plus tellement attention au fait à ces escalades et à ces violations de droits humains que pratiquent les Israéliens vis-à-vis à l'encontre du peuple palestinien. Donc c'est pour ça on l'a appelé à l'ombre du corona. Il se passe énormément de crimes contre l'humanité et des crimes, voire des génocides, voire une judéisation systématique du territoire. Et voilà. Donc là, bien sûr, le peuple palestinien continue à résister, continue ses marches pour le retour, continue aussi ses actions auprès des différentes institutions internationales, et aussi des actions de résistance réelles. Hier, il y a un jeune qui a fait comment dire, tué un soldat par le couteau, par l'arme blanche, et qui a été aussi tué, un soldat israélien, hein, et qui a été tué par les autres qui lui ont tiré dessus tout de suite. Donc voilà, les choses sont de plus en plus dures pour les Palestiniens. Je pense que de toute façon, ce peuple n'arrête pas de montrer sa volonté de vie et sa volonté de libérer son territoire et son pays, ce qui est son droit le plus évident. Et donc il y arrivera et nous les soutenons. Nous sommes de tout cœur avec eux. Donc voilà, moi je voudrais affirmer ma grande solidarité. Il n'y a pas que nous, il y a tous les peuples du monde qui sont épris de liberté et de justice en fait, qui effectivement soutiennent la lutte du peuple palestinien. Ok, alors on va parler maintenant de la Syrie avec des renforts turcs qui sont arrivés à Idlib, où il y aurait maintenant 4000 blindés en tout. Est-ce que tu peux nous en parler de ces renforts turcs? Alors, en fait, moi je voudrais effectivement rappeler un peu l'accord du 5 mars qui avait eu lieu entre la Turquie et Poutine et la Russie, puisque c'était la phase où l'armée syrienne venait de libérer Sarakeb et Al-Nayrab aussi, donc l'ensemble des villages donc d'Alep Ouest aussi, et où l'autoroute M5 qui relie Alep à Damas a été libérée aussi. Donc, et où dans cet accord, Erdogan est allé prier pour un cessez-le-feu et qui a été accordé à condition que la route M4, qui est une autoroute entre Alep et Latakia, doit être non seulement libérée, mais que de part et d'autre de cette autoroute, les terroristes doivent se retirer 6 km vers le nord et 6 km vers le sud. Donc, de part et d'autre de l'autoroute, et qu'elle doit être ouverte. Et en fait, il n'en a rien été, puisque même les patrouilles mixtes turques et russes n'ont pas pu fonctionner, n'ont pas pu avoir lieu. Il y a eu des attaques de la part des terroristes qui ont d'ailleurs détruit un pont dans la ville de Mhambaliye. Par laquelle passe l'autoroute, qui ont aussi qui se sont attaqués à la population civile et qui les ont mis comment dire, human shield en fait, bouclier humain. Oui, bouclier humain. Donc sur l'autoroute, de manière à empêcher l'avancée.
Après, il y a eu une volonté, l'armée syrienne avançait. Il y a eu plusieurs attaques contre l'armée arabe syrienne, alors qu'elle était. Il y a eu d'ailleurs une attaque dans laquelle les forces turques ont subi une bonne raclée, donc à Sarakeb et à Naïrab. Ils ont réuni énormément de forces pour s'attaquer à l'armée syrienne à Sarakeb après sa libération, mais en fait ils ont eu essuyé une violente défaite et je crois qu'ils n'oseront pas recommencer à la suite de ça. Mais bon, il est toujours évident que là donc suite à ce cessez-le-feu, donc que l'armée arabe syrienne respecte. Et par contre répond juste au coup par coup, en fait, quand il y a des attaques. Aujourd'hui, il y a eu un renforcement, donc ces terroristes qui sont là, qui sont composés du parti islamique du Turkestan, des Tadjiks, des Ouzbeks, tous des étrangers, des Tchétchènes, qui fonctionnent sous la direction turque, sous la direction de la Turquie. Donc ils ont reçu 4000 blindés et puis beaucoup de voitures de grands matériels militaires. Il y a eu aussi, il y a Harras al-Din qui sont des Daesh. Harras al-Din, c'est les gardiens de la religion. Tout ceci se retrouve à Idlib, en fait, hein, et ils y sont. Erdogan dit moi, j'arrive pas à les convaincre, puisque eux, tout de suite, ils ont montré qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec ils acceptaient pas cet accord et qu'ils ne cesseront pas le feu. Donc voilà. Ces terroristes donc continuent à agresser la population, continuent aussi à agresser la population à Idlib et continuent à mener aussi des agressions contre les villages aux alentours et contre la vie des civils dans la région. Ça, c'est un point qui est très très grave en fait. Donc, ce que je voudrais, c'est rappeler que l'exécution de cet accord devait commencer le 15 mars hein, et qu'ils avaient jusqu'au 15 juin pour que ce soit complètement réalisé. Or, aujourd'hui, nous sommes fin avril, donc début mai, si on peut dire, et rien n'a été réalisé de cet accord. Donc, on pense qu'on va de toute façon, dans cette région, on va faire à nouveau une action de l'armée arabe syrienne, une action militaire pour donner une dure leçon aux Turcs, puisque en plus, non seulement ils disent qu'ils voulaient faire pression contre les forces terroristes pour les obliger à appliquer, mais en fait maintenant non seulement ce sont les terroristes qui sont là, mais c'est aussi l'armée turque qui est à leur côté. Il y a plus de 20 000 membres ou de 20 000 soldats, 10 à 20 000 soldats turcs qui se battent aux côtés des terroristes et qui sont aux côtés des terroristes à Idlib. Donc là, c'est quelque chose de très d'acté, et c'est la réalité. Par contre, l'armée arabe syrienne, ce qu'elle a fait, c'est tenter d'ouvrir le passage de Sarakeb à Sarmin, en fait, vers le nord. De Sarakeb à Sarmin, qui est aux frontières syro-turques. Et en fait, là-dessus, il y a eu aussi des problèmes avec l'armée turque. Mais donc, ça c'est sur le plan militaire, mais on dit que sur le plan politique, il y a quand même des pourparlers. En fait, là, je voudrais quand même faire un petit aparté sur la situation à
à la fois du corona en Turquie et la situation politique en Turquie, en fait, parce que Erdogan, il a été désavoué par son ministre des Affaires étrangères précédent, qui s'appelle Ahmed Daoud-Oglu. Comme on sait, il y a bientôt aussi des élections présidentielles en Turquie. Et donc Erdogan est candidat, bien entendu, mais Daoud-Oglu est aussi candidat. Et un troisième qui était dans l'opposition aussi, en fait, qui était l'ancien président. Donc tous ceux-là, ils sont maintenant opposés à Erdogan. Ils sont toujours en train de dire que, en fait, dans leur campagne, que Erdogan, eux, ils avaient voulu que ce soit zéro problème avec les voisins, que ce soit zéro problème et tout pour l'avancer. Or, aujourd'hui, ils ont zéro ami et, avec l'ensemble des pays, disons. Parce que, comme vous le savez, Erdogan, il n'est pas bien vu par l'Union européenne puisqu'il leur a fait beaucoup de chantage. Il n'est pas bien vu par tous les voisins, en fait. Donc, et puis, donc, il dénonce clairement, Daoud-Oglu, que Erdogan a soutenu les terroristes, qu'il les a fait venir en Turquie, qu'il les a fait venir donc dans la région et qu'il les gère et qu'aujourd'hui il les fait passer en Libye et donc c'est lui qui soutient les terroristes. Voilà, et ça c'est un point important en fait qui affaiblit beaucoup les positions de Erdogan, mais qui lui a manifestement perdu la tête complètement. Donc voilà, ça c'est un peu la situation dans le nord, mais on sait dans le nord-est, oui, pardon. On voulait parler des renforts américains à l'est de la Syrie et des renforts russes, mais on va pas avoir le temps parce que le temps passe vite. Alors, on va peut-être parler plutôt du pillage du pétrole syrien par les Américains. En fait, tout ça, c'est dans la même région, à l'est de la Syrie, dans le nord-est, ce qu'on appelle Al Jazira syrienne. Donc, c'est toute la région qui est entre Deir ez-Zor et Hasakeh. C'est en fait l'est de l'Euphrate. Il y avait des bases américaines. Bon, ils se sont redéployés de certaines bases. Ils ont vidé certaines bases pour se concentrer dans les lieux où se trouve le pétrole. Et où se trouve le gaz. Donc là, ils ont renforcé leur présence avec des militaires qui viennent de l'Irak aussi. Donc en fait, il faut voir que et en même temps, cette terre, je dirais, l'est de l'Irak est en continuité aussi l'est de la Syrie est en continuité vers l'ouest de l'Irak, qui sont les régions de Salah ad-Din, Al-Anbar et Ninawa. Donc, et là, les Américains relancent Daesh aussi, réactivent les cellules dormantes de Daesh pour qu'ils fassent aussi des attaques contre Al-Hashd al-Sha'bi et contre les forces irakiennes. Donc là aussi, il y a dans cette région aussi, il y avait des membres de Daesh qui étaient dans les prisons qui sont gardées par le FDS, qui sont soutenus par les Américains, qui se sont enfuis. Donc, comme par hasard, ils se sont enfuis des deux prisons qui sont à 200 km d'intervalle, mais ils se sont enfuis le même jour, la même heure, etc. Et que des combattants de Daesh. Donc, à mon sens, c'est plutôt sous ordre américain qu'ils ont été fuis. Ils ont été aidés à fuir. Ça, c'était des prisonniers de Daesh qui étaient dans les prisons qui sont soutenus, qui sont gardées par ce qu'on appelle les Kurdes, c'est FDS. En fait. Voilà. Ça. Et c'est le mouvement kurde qui est soutenu par les Américains. Donc voilà. Bon, là-dessus, aussi il y a eu une destruction de centrales de production, en fait des puits de gaz, ce qui a fait que effectivement en Syrie ça commence aussi, ça manque beaucoup, et puis pendant la période de lutte contre le corona, etc., nous avons eu aussi une baisse du gaz en plus de la baisse de l'électricité. Donc voilà, il y a eu
Vu que tu as passé assez rapidement, on peut peut-être parler aussi des renforts russes. Les Russes, alors il y a une base russe aussi qui renforce sa position, puisque les Américains renforcent leur position. Par contre, je voudrais rappeler quand même que les Russes ne sont pas des agresseurs comme c'est les Américains. Les Russes ont été invités par l'armée arabe syrienne, invités par l'État légitime syrien pour aider à lutter contre le terrorisme. Et en fait, alors que les Américains et toutes les forces, les Américains, les Turcs, etc., sont des envahisseurs et sont traités comme des envahisseurs et des occupants. Donc ça, c'est un point très, très important. Il faut voir la différence. Et puis, bon, là, je voudrais quand même faire part d'une opération qui est très, très intéressante. Ce que j'allais dire, il y a eu des rebelles syriens qui ont changé de camp. Oui, c'est ça, exactement, qui étaient entraînés par les Américains à la base Al-Tanf, qui est dans le sud de la Syrie, sur les frontières irakiennes, jordaniennes et syriennes, donc, et qui ont été entraînés. Et donc, c'est une opération d'intelligence, je dirais, avec les services syriens. Et il y a eu un nombre de ces personnes, de ces terroristes qui se sont rendus et qui ont dénoncé le plan pour lequel ils étaient entraînés par les Américains. Ils ont montré qu'ils avaient les plans d'opération, qu'ils devaient faire des destructions dans l'infrastructure partout, un petit peu partout en Syrie, etc. Ils se sont rendus et ils sont actuellement, donc, ils œuvrent aux côtés de l'armée arabe syrienne. Donc ça en dit long quand même sur les plans américains qui sont plus de renverser Bachar al-Assad maintenant, mais juste d'entretenir un certain chaos, de nuire un maximum au pays en détruisant un maximum d'infrastructures un peu partout. C'est-à-dire que là, quand on fait ça, clairement, on ne cherche plus à prendre le pouvoir, on cherche juste à nuire au pouvoir en place. C'est du sabotage. Fait, ils ne peuvent plus. À mon avis, ils ont plus pris compte de la réalité que leur plan de destruction de la Syrie ne tient pas, et que la Syrie tient, et que elle est là et elle sera. Comment dire, elle est victorieuse et elle défend son peuple, son territoire et donc, elle, avec aussi l'ensemble du front de la résistance, rappelons-le aussi, c'est que l'ensemble des pays du front de la résistance, après l'assassinat hideux du général Soleimani et du Abul Mahdi al-Mohandes, il y a eu une décision, je dirais, unanime dans les pays de l'axe de la résistance, qui est de mettre fin rapidement à la présence américaine dans la région, donc dans tous nos pays. Et c'est vrai que en Irak, ça se joue et ça se joue d'une manière certainement un petit peu violente, parce qu'il y a encore aussi des partis peut-être ou qui sont pour les Américains, et alors que la majorité de la population, et je rappelle quand même le vote de l'Assemblée nationale irakienne qui était de œuvrer pour mettre les Américains dehors de toute manière le plus rapidement possible. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'ensemble de la situation, je dirais, en Syrie. Je pourrais parler du corona et je voudrais quand même insister sur le fait que, à l'ombre du corona, les Américains aussi accentuent ce qu'on appelle les sanctions, mais qui ne sont que des mesures unilatérales de coercition contre la Syrie, contre l'Iran, contre le Venezuela et Cuba et tous les pays qui lèvent la tête et qui refusent l'hégémonisme américain, qui refusent aussi leur mainmise. Si je peux me permettre, il y a des personnes sur Internet comme Franck Lepage et d'autres qui ont travaillé sur la novlangue aujourd'hui qui est à court, c'est-à-dire comment on change l'utilisation de certains mots pour parler de certains faits, pour induire la pensée, pour influencer la pensée des gens. Je vais prendre un exemple, on parle aujourd'hui de sanctions.
Et si on se replace 20 ans, 30 ans en arrière, on n'aurait jamais parlé de sanctions. On aurait parlé d'embargo. Un embargo, c'est un acte de guerre au niveau du droit international. C'est un acte de guerre. Alors qu'une sanction, c'est comme une petite tape sur les doigts d'un enfant qui a mal agi, selon ce que lui dit son papa. Et ça n'a pas du tout le même sens au niveau cognitif, ça n'induit pas du tout les mêmes réactions chez les gens. Bon, des sanctions, si la Syrie est victime de sanctions, peut-être qu'elle a fait quelque chose de pas bien. C'est sans doute le cas. Alors qu'en embargo, ça dit clairement les choses. Voilà, je voulais fermer cette petite parenthèse. Merci beaucoup, Raphaël, pour cet aparté, parce que justement, ça montre que ce glissement de vocabulaire induit un glissement dans la réalité et dans la compréhension, dans l'acception du terme, effectivement, comme tu le dis très justement, et ça fait que les gens ne s'étonnent plus et ne se révoltent plus face à des actes de guerre qui sont en plus une guerre contre l'humanité, qui vise à l'extermination d'une population en danger à l'ombre du corona, où là aujourd'hui il faut quand même réunir toutes les forces et toutes les capacités du pays pour lutter contre une pandémie qui se propage. Et pas seulement au niveau de la Syrie, parce que la pandémie, l'aspect grave qu'il faut saisir, c'est que si elle reste dans un pays, elle se propage dans les pays autour. Donc c'est en fait contre l'humanité entière. Et malgré tout, les Américains continuent et accentuent leurs embargos et interdisent à non seulement interdisent aux compagnies de travailler avec la Syrie et d'aider la Syrie, etc., mais ils finissent aussi par, même par rapport à leurs alliés, comme la France, comme l'Italie, etc., ils volent les aides qui leur parviennent, qui leur sont envoyées par la Chine. Vous savez qu'il y a eu un convoi de masques et de produits médicaux qui a été piraté par les Américains, qui n'est jamais arrivé en France. Pareil pour l'Espagne, pareil pour la Bulgarie, qui a piraté aussi des renforts et des appareils médicaux, etc., qui devaient passer par la Bulgarie vers l'Iran, et la Bulgarie l'a piraté. C'est en fait des actes c'est le Far West, au niveau, des actes de contrebande, de contrebandiers et de piratage et de gangsters. Piraterie, c'est même pas du piratage, parce que piratage c'est informatique. C'est de piraterie et de gangsterisme qui aujourd'hui dirige le monde. C'est quand même assez incroyable, et tout ça à l'ombre du corona. Donc là, moi j'appelle toutes les forces du monde. Nous avons mené un ensemble d'associations civiles et puis d'organisations non gouvernementales syriennes. On s'est alliés pour mener une action pour lever l'embargo immédiatement contre la Syrie et contre tous les pays qui subissent ce blocus, la Syrie, Gaza, l'Iran, et puis donc. Que tu peux rappeler le nom de la page Facebook de ce collectif? Oui, je te l'enverrai, effectivement, tu pourras la mettre. C'est en fait levée immédiate de l'embargo contre la Syrie, levée immédiate du blocus contre la Syrie. Donc c'est une page qui s'appelle effectivement la société civile syrienne, toutes les organisations de la société civile syrienne pour la levée immédiate de l'embargo contre la Syrie. Alors là-dessus, je peux dire juste en une phrase, la Syrie fait tout son possible aussi et s'active beaucoup contre le corona. En plus des mesures préventives, je rappelle quand même, les mesures préventives, elles ont commencé alors qu'il n'y avait aucune atteinte de corona en Syrie. Aujourd'hui, on a enregistré 42 cas, il y a eu 11 guérisons, il y a eu 3 décès. Donc, en Syrie, on a mis plein de places des lieux pour la quarantaine des personnes qui sont en observation, en attendant, c'est-à-dire sur lesquelles il y a un doute
et puis toutes les personnes qui rentrent, qui arrivent de toutes les frontières, elles sont tout de suite testées et gardées justement dans cet espace pendant 15 jours pour savoir s'ils sont ou pas atteints de corona. Donc, l'État fait son possible et organise un maximum autant qu'il peut et il peut beaucoup. D'ailleurs, je voudrais quand même dire que la situation est beaucoup mieux qu'en France parce que l'État syrien a distribué des masques à toute la population, a distribué des gants à toute la population et des produits de nettoyage gratis ont été distribués à toute la population. Oui, je crois que c'est sur Facebook, j'ai vu, je crois que c'est le médecin de Damas qui s'appelle Nabil Antaki, que j'ai eu l'occasion d'interviewer une fois, qui s'est exclamé sur Facebook sur un post en disant qu'il avait éclaté de rire quand il avait entendu Macron dire que les masques arrivaient bientôt, alors que en Syrie, ça fait longtemps qu'ils ont les masques pour tous. Ouais. Et que nous fabriquons. Hein. C'est-à-dire très rapidement en Syrie, il y a eu 2-3 chaînes de fabrication des usines de tissus qui ont été très vite spécialisées pour la fabrication des masques, des gants, etc. Donc voilà, ça a été juste une facilité, une flexibilité de réaction, quoi, tout simplement. Alors qu'en France, on voit que ça devient impossible. 3 mois après, il n'y a rien. Alors, il nous reste quelques minutes avant de clore cette émission. On va reparler un petit peu de quelques points militaires qui concernent la Syrie, notamment. Il y a eu quelques caches d'armes qui ont été découvertes, ainsi que divers incidents. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors il y a eu quelque chose de plus important. Il y a eu des attaques israéliennes sur la Syrie, justement. Une attaque, oui, c'est ça, parce que ça c'est très important. 2 attaques. Il y a eu une attaque dans la nuit du 19 au 20 avril et une attaque à la fin du mois de mars. Hein, donc, c'est des attaques par missiles qui visaient donc dans le ciel de Palmyre. Bon, la majorité, je dirais la grande majorité des missiles ont été détruits. Il y a eu aussi, on en avait parlé la dernière fois, un véhicule qui a été attaqué à Jdeïd et Tiabous, en fait, sur le chemin de Damas à Beyrouth, mais à la frontière, juste après la frontière syrienne, et c'était un véhicule pour la résistance libanaise, donc qui a été attaqué par des missiles aussi. Mais alors je voudrais dire que très rapidement la résistance libanaise a publié la photo du missile, la photo du bombardement, en fait la photo du drone et l'attaque, et puis les personnes qui étaient dedans, qui ont pu sortir, ils ont pris le contrôle de ce drone ou des missiles. Et le contrôle du drone, ils ont pu sortir du véhicule et ils ont pu revenir reprendre leurs affaires, et puis après le bombardement a lieu. Donc voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième là, et le message, ça a été aussi au niveau des frontières qui séparent le Liban des territoires occupés ou de la Palestine occupée, donc des territoires israéliens. Et il y a eu donc des trous, exactement, des trous. Alors, donc, dans cette barrière qui sépare le sud Liban, en fait, des territoires occupés, et il y a eu donc plusieurs trous dans la barrière qui montraient clairement que donc on y est arrivé, sachant que ce sont des barrières avec plein de supervision électronique et puis des tirs électroniques qui partent tout seuls, etc., etc. Donc très très protégé de la part de l'État israélien. Donc en fait, ça a provoqué effectivement une large inquiétude, et ils ne savaient pas même s'il n'y avait pas une introduction à l'intérieur des territoires occupés, et un minage qui pouvait être possible à la portée donc de ceux qui ont
qui ont fait cette opération, je peux dire. Alors, donc ça a provoqué une très large inquiétude au niveau de l'État israélien. Je voulais préciser une chose, c'est que tu as parlé de 2 événements. Le premier concernait donc un drone qui devait abattre des dignitaires du Hezbollah, si j'ai bien compris. Cet incident-là, il a été filmé. C'est pas juste des photos, c'est-à-dire qu'après il y a donc les vidéos, elles ont été montrées à la télévision, quoi. C'est pas juste un témoignage de gens du Hezbollah. On a des preuves entre guillemets qui ont pu être montrées à tout le monde. Ça a été filmé. Ça a été filmé. C'est-à-dire, ça montrait que c'était sous surveillance et qu'ils étaient, voilà, on savait. Tout est ça. Voilà. Oui, c'est des messages qui sont envoyés, comme tu disais. Voilà. Alors, on va parler maintenant avant de parler des caches d'armes, qui c'est peut-être plus de l'ordre du détail, selon moi, peut-être du piratage turc, qui est censé avoir lié sur les données russes, dont tu m'as parlé en préparant cette entretien. Il y a effectivement, Dimitri Peskov a fait état d'un piratage opéré par des forces proches de la Turquie, voire par des Turcs, en fait des lignes de leur agence, d'une des agences russes, et qui a diffusé des informations qui visent à nuire aux relations entre la Syrie et la Russie. Donc il a dit que ce piratage donc a été très vite en fait sous contrôle, et qu'ils ont été et en fait et donc il faisait allusion à ces informations qui n'émanaient pas réellement de la Russie, mais de ces pirates. Et ces informations disaient quoi en gros, pour qu'elles puissent je ne sais pas, aux relations entre la Russie et la Syrie? Je suppose certaines déclarations en fait sur des positions politiques de la Russie qui nuisaient à la Syrie, à la relation, mais il n'a pas plus fait. Moi, je n'ai pas suivi en fait les informations, mais la mauvaise information à laquelle il faisait allusion, et lui, il n'a pas parlé plus à ce niveau-là. D'accord. Voilà. En tout cas, la relation n'en a pas pâti entre. Voilà, tout à fait. Et puis. Le dernier point, les caches d'armes, effectivement, on continue à trouver des caches d'armes très importantes et très impressionnantes, je dirais, mais partout, un peu en Syrie, donc dans le sud, et là, cette dernière, c'est entre Dera et Soueida, donc dans la partie sud. Beaucoup d'armes de fabrication israélienne, de fabrication américaine, très sophistiquées, et puis des lunettes nocturnes, des TAW, des lance-missiles, etc. Donc là, effectivement, ils ont été, mais c'est toujours le fruit d'un effort de renseignement, en fait, de la part des services de renseignement syriens, et puis avec la population, on découvre des quantités. Ce qui prouve bien, pour ceux qui en doutaient encore, que ce sont vraiment des supplétifs, hein, des proxys comme on dit, des mercenaires, des Turcs et de l'Arabie Saoudite et des Qataris en première main. Mais en deuxième main, derrière, il y a Israël, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, clairement, qui sont à la manœuvre. Parce que ces rebelles, ils avaient ni armes ni argent. Donc l'argent, il est venu des pays voisins. Et les armes, elles sont clairement de fabrication occidentale. Ouais, tout à fait. Ok, merci beaucoup Dani pour ce 80. Merci à tous. Alors je voudrais souhaiter un bon Ramadan à tout le monde, et puis on dit à bientôt pour notre 81e CITREP dans 15 jours. On va quand même, avant de se quitter, redemander aux internautes s'ils le peuvent, s'ils le souhaitent, de signer la pétition pour demander la levée de l'embargo. Je remettrai le lien. Et pas seulement pas seulement signer la pétition, mais surtout faire des actions, mener des choses, et crier haut et fort pour la levée de cet embargo contre la Syrie, contre le Venezuela, contre l'Iran. À l'ombre du Corona, c'est criminel, c'est plus que criminel. C'est un génocide, en fait, hein. C'est une volonté de génocide, du moins. Donc c'est important que les forces humaines et humanitaires se mobilisent pour ça.
Eh bien, Sarmi Dali, merci beaucoup pour ton témoignage et pour ton action. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Raphaël. Merci, à bientôt. Thank you.